Eh bien, bonjour. Jacques le Croquant, écrit par Eugène Leroy, euh, qui a été écrit en 1897, qui était, en fait, le titre était La forêt Barade. Donc l'œuvre a été publiée pour la première fois en 1899, sous forme de feuilleton. Le plus loin dont ils me souviennent, c'est 1815. L'année que les étrangers vinrent à Paris et où Napoléon, appelé par les messieurs du château de Lerme, l'ogre de Corse, fut envoyé à Sainte-Hélène par-delà les mers. En ce temps-là, les miens étaient métayers à Combonègre, mauvais domaine du marquis de Nanzac, sur la lisière de la forêt Barade, dans le Haut-Périgord. C'était le soir de Noël. Assis sur un petit banc dans le coin de l'âtre, j'attendais l'heure de partir pour aller à la messe de minuit dans la chapelle du château, et il me tardait fort qu'il fût temps. Ma mère, qui filait sa quenouille de chanvre devant le feu, me faisait prendre patience à grand-peine en me disant des contes. Elle se leva enfin, alla sur le pas de la porte, regarda les étoiles au ciel et revint aussitôt. « Il est l'heure, dit-elle. Va, mon drôle, laisse-moi ranger le feu pour quand nous reviendrons. » Et aussitôt, allant quérir dans le fournil une souche de noyer, gardée à l'exprès, elle la mit sur les landiers et l'arrangea avec des tisons et des copeaux. Cela fait, elle m'entortilla dans un mauvais fichu de laine qu'elle noua par derrière, enfonça mon bonnet tricoté sur mes oreilles et passa de la braise dans mes sabots. Enfin, ayant pris sa capuce de bure, elle alluma le falot aux vitres noircies par la fumée de l'huile, souffla le châtel pendu dans la cheminée et, étant sortie, ferma la porte au verrou en dedans au moyen de la clé torte, qu'elle cacha ensuite dans un trou du mur. Ton père la trouvera là, mais qu'il revienne. Le temps était gris, comme lorsqu'il va neiger, le froid noir et la terre gelée. Je marchais près de ma mère, qui me tenait par la main, forçant mes petites jambes de 7 ans, par grande hâte, d'arriver, car la pauvre femme, elle, mesurait son pas sur le mien. C'est que j'avais tant ouï parler à notre voisine, la Mion de Puymaigre, de la crèche faite tous les ans dans la chapelle de Lerme, par les demoiselles de Nanzac, qu'il me tardait de voir tout ce qu'elle en racontait. Nos sabots sonnaient fort sur le chemin durci, à peine marqué dans la lande grise et bien faiblement éclairé par le falot que portait ma mère. Après avoir marché un quart d'heure déjà, voici que nous entrons dans un grand chemin pierreux appelé Loucami Ferrat, c'est-à-dire le chemin ferré, qui suivait le bas des grands coteaux pelés des gruyères. Au loin, sur la cime des thermes et dans les chemins, on voyait se mouvoir comme deux feux follets les falots des gens qui allaient à la messe de minuit, ou les lumières portées par les garçons courant la campagne en chantant une antique chanson de nos pères, les Gaulois, qui peut translater ainsi du patois. Nous sommes arrivés à la porte des rics, les chefs. Dame, donnez-nous les traînes du gui, si votre fille est grande. Nous demandons les traînes du gui.
Si elle est prête à choisir l'époux, dame, donnez-nous les traînes du gui. Si nous sommes 20 ou 30, nous demandons les traînes du gui. Si nous sommes 20 ou 30, bons à prendre femme, dame, donnez-nous les traînes du gui. Lorsque nous fûmes sous la pluie maigre, une autre métairie du château, ma mère, mit une main contre sa bouche et hucha fortement. « Oh, Mion !» La Mion sortit incontinent sur sa porte et répondit « Espère-moi, François !» Et un instant après, dévalant lentement par un chemin des coursières ou de raccourci, elle nous rejoignit. « Et tu emmènes le Jacou ?» fit-elle en me voyant. « M'en parle pas. Il veut y aller que le ventre lui fait tant mal. » Et avec ça, notre Martissou est sorti. Je ne pouvais pas le laisser tout seul. Un peu plus loin, nous quittons le chemin qui tombait dans l'ancienne route de Limoges à Bergerac, venant de la forêt, et nous suivîmes cette route un quart d'heure de temps, jusqu'à la grande allée du château de l'Herbe. Cette allée, large de 60 pieds, dont il ne reste plus de traces aujourd'hui, avait 2 rangées de vieux ormeaux de chaque côté. Elle était pavée de grosses pierres, tandis qu'une herbe courte poussait dans les contre-allées où il faisait bon passer l'été. Elle montait en droite ligne au château campé sur la cime du puits, dont les toits pointus, les pignons et les hautes cheminées se dressaient tout noirs dans le ciel gris. Comme nous grimpions avec d'autres gens rencontrés en chemin, il commença de neiger fort, de manière que nous étions déjà tout blancs en arrivant en haut. Et cette neige, qui tombait en flopetant, faisait dire aux bonnes femmes « Voici que le vieux Noël plume ses oies ». La porte extérieure, renforcée de gros clous à tête pointue, pour la garder jadis des coups de hache, était ce soir-là grande ouverte et donnait accès dans l'enceinte circulaire bordée d'un large fossé, au milieu de laquelle était le château. Cette porte était percée dans un bâtiment crénelé, défendu par des meurtrières, maintenant rasées, et sous la voûte qui conduisait à la cour intérieure, un fanal se balançait, éclairant l'entrée et le pont jeté sur la douve. Au fond de l'enceinte de murs solides et à droite du château, on voyait briller des vitraux enflammés d'une chapelle qui n'existe plus. Ma mère tua son falot et nous entrâmes. Que de lumière! Dans le cœur de la chapelle, le vieil autel de pierre en forme de tombeau en était garni. Et voici qu'on achevait d'éclairer la crèche de verdure faite dans une large embrasure de fenêtre. Après s'être signé avec de l'eau bénite, les gens allaient s'agenouiller devant la crèche et prier l'enfant Jésus qu'on voyait couché dans une mangeoire sur de la paille ruisselante comme de l'or, entre un bœuf pensif et un âne tout poilu qui levait la tête pour attraper du foin un petit râtelier. Que c'était beau, on aurait dit une creuse ou grotte, toute garnie de mousse, de buis et de branches de sapin sentant bon. Dans la lumière amortie par la verdure sombre, la Sainte Vierge en robe bleue était assise à côté de son nouveau-né, et près d'elle, Saint Joseph, debout, en manteau vert, semblait regarder tout ça d'un œil attendri. Un peu à distance, accompagnés de leurs chiens, les bergers agenouillés, un bâton recourbé en crosse à la main, adoraient l'enfançon, tandis que, tout au fond, les 3 rois mages, guidés par l'étoile qui brillait suspendue à la voûte de branches, arrivaient avec leurs longues barbes portant des présents. Je regardais goulûment toutes ces jolies choses, avec les autres qui étaient là, écarquillant nos yeux à force. Mais il nous fallut bientôt sortir du chœur réservé aux messieurs, car la messe était sonnée. Ils entrèrent tous, comme en procession,
D'abord le vieux marquis, habillé à l'ancienne mode d'avant la Révolution, avec une culotte courte, des bas de soie blanc, des souliers à boucles d'or, un habit à la française de velours brun à boutons d'acier ciselé, un gilet à fleurs brochées qui lui tombait sur le ventre et une perruque enfarinée, finissant par une petite queue entortillée d'un ruban noir qui tombait sur le collet de son habit. Il menait par le bras sabru la comtesse de Nanzac, grosse dame, coiffée d'une manière de châle entortillé autour de sa tête, et serrée dans une robe de soie couleur puce, dont la ceinture lui montait sous les bras quasi. Puis venait le comte, en frac, à l'anglaise, en pantalon collant gris à sous-pieds, menant sa fille aînée qui avait les cheveux courts et frisés comme une drôlette, quoiqu'elle fût bien en âge d'être mariée. Ensuite venait un jeune garçon d'une douzaine d'années, 4 demoiselles entre 6 et 17 ans, et une gouvernante qui menait la plus jeune par la main. Tout ce monde défila, regardé de côté par les paysans craintifs, et alla se placer sur des prie-dieu alignés dans le chœur. Et la messe commença, dite par un ancien moine de Saint-Armand-de-Colly, qui s'était habitué au château, trouvant le gîte bon, et servi par le jeune monsieur Blondin, chaussé de jolis escarpins découverts, habillé d'un pantalon gris clair et d'un petit juste-corps de velours noir, sur lequel retombait une collerette brodée. Au moment de la communion, les femmes de la campagne mirent leurs voiles et attendirent. Les messieurs ne se dérangèrent pas, comme de juste, le chapelain vint leur porter le bon Dieu d'abord. Tous ceux qui étaient d'âge compétent communièrent. Manque le vieux marquis, lequel, disaient les gens du château, par suite d'une grande imbécilité d'estomac, ne pouvait jamais garder le jeûne le temps nécessaire. Mais les vieux du pays riaient de ça, se rappelant fort bien qu'avant la Révolution, ils ne croyaient ni à Dieu, ni au diable, ni à Laversier, cet être mystérieux, plus puissant et plus terrible que le diable. Après les messieurs, ce fut le tour des domestiques, agenouillés à la balustrade qui fermait le chœur. Monsieur Laborie, le régisseur, en tête avec sa figure dure et fourbe en même temps. Ensuite vinrent les bonnes femmes voilées, les paysans, métayers du château, journaliers et autres manants comme nous. Pour tous ceux qui étaient sous la main des messieurs, il fallait de rigueur communier aux bonnes fêtes. C'était de règle. Pourtant, ma mère n'y alla pas cette fois. Mais on sut bien de lui reprocher puis après. La messe finie, Dom Ange-Albert posa son ornement doré sur le coin de l'autel, et la grille de la balustrade ayant été ouverte, on nous fit entrer, tous, dans le chœur pour prier devant la crèche. On chanta d'abord un chant de Noël ancien, entonné par le chapelain. Ensuite, chacun fit son oraison à part. Tout ce monde à genoux regardait pieusement le petit Jésus rose, aux cheveux couleur de lin, en marmottant ses prières, quand voici que tout d'un coup, il ouvre les bras, remue les yeux, tourne la tête et fait entendre un vagissement de nouveau-né. Alors de cette foule de paysans superstitieux sortit discrètement un « oh » d'étonnement et d'admiration. Ces bonnes gens, bien sûr, pensaient pour la plupart qu'il y eut là quelque miracle, et en restaient immobiles, les yeux écarquillés, badant, avec l'espoir que le miracle allait recommencer. Mais ce fut tout. Lorsque nous sortîmes en foule, tout ce monde babillait, échangeait ses impressions. D'aucuns tenaient pour le miracle, d'autres étaient en doute, car de vrais incrédules point. Ma mère s'en fut allumer notre falot à la cuisine
dont la porte ouverte flambait au bas de l'escalier de la tour. Quelle cuisine! Sur de gros contre-hâtiers de fer forgé brûlait un grand feu de bois de brasse, devant lequel rôtissait un gros coq d'Inde au ventre rebondi, plein de truffes qui sentaient bon. Au manteau de la cheminée, un râtelier, fait à l'exprès, portait une demi-douzaine de broches avec leur attelé, placées par rang de taille, accrochées à des planches fixées au mur. Des casseroles de toute grandeur brillaient des reflets du foyer, au-dessus de chaudrons énormes et de bassines couleur d'or pâle. Des moules en cuivre rouge ou étamés étaient posés sur des tablettes, et encore des ustensiles de forme bizarre dont on ne devinait pas l'usage. Sur la table longue et massive, des couteaux rangés par grandeur sur un apron, et des boîtes en fer battu à compartiments pour les épices. Deux grilles étaient là aussi, chargées, l'un de boudin, l'autre de pieds de porc, tout prêt à être posé sur la braise qu'une fille de cuisine tirait par côté de la cheminée. Il y avait encore sur cette table des pièces de viande froide et des pâtés qui faisaient plaisir à voir dans leur croûte dorée. Ayant allumé son falot, ma mère remercia et donna le bonsoir à ceux qui étaient là. Mais les deux femmes seules le lui rendirent. Quant au chef cuisinier, qui se promenait, leur donnant des ordres, glorieux comme un dindon, avec sa veste blanche et son bonnet de coton, il ne daigna tant seulement pas lui répondre. Au-delà de la première porte, après avoir passé le pont, Lamillon de Puymaigre et d'autres nous attendaient. Leurs falots ayant été allumés, au nôtre, nous nous en allâmes tous. Il neigeait toujours, comme qui jette de la plume d'oie à grande poignée. Pour parler ainsi, que les bonnes femmes et la neige étaient épaisses d'un pied déjà, dans laquelle nos sabots s'enfonçaient. À mesure que les gens rencontraient leur chemin, ils nous laissaient avec un adieu soit. À Puymaigre, Lamillon, nous ayant quittés, nous suivîmes seuls notre route. Cette neige me lassait fort et, tout au rebours de l'allée, je me faisais tirer par le bras. « Tu es fatigué, dit ma mère. Monte à la chèvre morte. » Et, s'étant baissé, je grimpai à cheval sur son échine, entourant son col de mes petits bras, tandis qu'avec les siens, elle ramenait mes jambottes en avant. Tout en allant, je lui faisais des questions sur tout ce que j'avais vu, principalement sur le petit Jésus. « Est-ce qu'il est vivant ?» dit. Ma mère, qui était une pauvre paysanne ignorante, comme celle qui n'entendait pas le français, mais femme de bon sens au demeurant, me fit comprendre que s'il avait remué, c'est par le moyen de quelque mécanique. Et elle allait toujours, lentement, enfonçant dans la neige molle, me rehissant d'un coup de rein lorsque j'avais glissé quelque peu, et s'arrêtant de temps à autre pour secouer contre une pierre ses sabots embottés de neige. Un vent âpre s'était levé, faisant tourbillonner la neige qui tombait toujours à force. La campagne déserte était toute blanche. Les coteaux semblaient couverts d'un grand linceul triste, comme ceux qu'on met sur la caisse des pauvres morts. Les châtaigniers, aux formes bizarres, marquaient leurs branches tourmentées par une ligne blanche. Les fougères poudrées de neige penchaient vers la terre, tandis que sur les bruyères, la brande et les ajoncs, plus solides, elles s'amassaient par places. Un silence de mort planait sur la terre désolée, et l'on n'entendait même pas le bruit des pas de ma mère, amorti par la neige épaisse. Pourtant, comme nous entrions dans la lande du grand Castangue, un crapaud volant jetant dans la nuit son cri malplaisant qui me fit frissonner. Cependant,
Ma mère peinait fort à suivre le mauvais chemin perdu sous la neige. Des fois, elle s'écartait un peu, et, le reconnaissant, revenait incontinent, se, se guider sur un arbre, une grosse touffe d'ajonc, une flaque d'eau, gelée maintenant. Moi, bercé par le mouvement, malgré le froid, je finissais par m'endormir sur son échine, et mes bras gourds se dénouaient malgré moi. « Tiens-toi bien, me disait-elle, dans un moment, nous serons chez nous. » Malgré ça, j'avais peine à me tenir éveillée, lorsque tout à coup, à 100 pas en avant, éclate un hurlement prolongé qui me fit passer dans la tête comme un millier d'épingles. Ouh! Et je vois une grande bête, comme un bien fort chien, aux oreilles pointues, qui gueulait ainsi, en levant le museau vers le ciel. « N'aie pas peur, me dit ma mère, et m'ayant donné le falot, elle ôta ses sabots, en prit un dans chaque main, et marcha droit à la bête, en les choquant l'un contre l'autre à grand bruit. Ça n'est pas pour dire, mais alors, j'aurais voulu être couché contre elle, dans le lit bien au chaud. Lorsque nous fûmes à une 50aine de pas, le loup se jeta dans la lande en quelques sauts, et nous passâmes, épiant de côté, sans le voir pourtant. Mais à l'instant après, le même hurlement sinistre s'éleva en arrière, ouh, qui m'effraya encore plus, car il me semblait que le loup fût sur nos talons. De temps à autre, ma mère se retournait, faisant du tapage avec ses sabots pour effrayer cette sale bête. Mais si ça gardait le loup d'approcher trop, ça ne l'empêcha pas de nous suivre à une 30aine de pas, jusqu'à la claire-voie de notre cour, ayant pris la clé torte dans la cache, car mon père n'était pas rentré. Ma mère fit jouer le loquet de dedans et referma vivement la porte derrière nous. Au lieu du bon feu que nous pensions trouver, la souche était sur le landier, toute noire, éteinte. « Ah !» s'écria ma mère, « ces méchants signes. Il nous arrivera quelque malheur. » En farfouillant sous la cendre, avec une brindille, elle trouva quelques braises, sur lesquelles elle jeta un petit fagot de menu bois, qui flamba bientôt sous le vent du tuyau de fer qu'elle mit à sa bouche. Lorsque je fus un peu réchauffé, n'ayant plus peur du loup, je dis « Mère, j'ai faim. » « Pauvre drôle, il n'a rien de bon ici, fit-elle, pensant au réveillon du château, et découvrant une marmite, elle ajouta « Te voici une mique. » Tout en mangeant cette boule de farine de maïs, pétrie à l'eau, cuite avec des feuilles de chou, sans un brin de lard dedans et bien froide, je pensais à toutes ces bonnes choses vues dans la cuisine du château. Et, je ne le cache pas, ça me faisait trouver la mique mauvaise, comme elle l'était de vrai, mais ordinairement, je n'y faisais pas attention. Oh, je n'étais pas bien gourmand en pensée. Je n'appétais pas la dinde truffée, ni les pâtés, mais seulement un de ces beaux boudins noirs luisants. Pourquoi, là-haut, tant de bonnes choses, plus que de besoins, et chez nous, de mauvaises miques froides de la veille? Dans ma tête d'enfant, la question ne se posait pas bien clairement. Mais tout de même, il me semblait qu'il y avait là quelque chose qui n'était pas bien arrangé. « Il te faut aller au lit, dit ma mère. » Elle me prit sur ses genoux et me dépouilla en un tour de main. Ainsi couché, je m'endormis sans plus penser à rien. Lorsque je me réveillai, le lendemain, ma mère attisait le feu sous la marmite où cuisait la soupe, et mon père triait sur la table les oiseaux attrapés la nuit à la palette. Aussitôt levé, je vins le voir faire. Il y en avait une 30aine, petits ou gros, grives, merles, pinsons, verdiers, chardonnays, mésanges, et même un mauvais jet. Mon père les assemblait, pour les vendre mieux, par 5 ou 6, avec un fil
qui leur passait dans le bec. Ayant fini, il mit toutes ces pauvres bestioles dans son havresac et le pendit à un clou, de crainte de la chatte. Cela fait, ma mère, ayant taillé le pain cependant, fit bouillir la marmite et trempa la soupe. Il était un peu tôt, sur les 8 heures, mais mon père voulait aller à Montignac vendre ses oiseaux. Ayant mis la soupière sur la table, ma mère nous servit d'abord, mon père et moi, puis elle ensuite, et nous nous mîmes à manger de bon goût, ayant faim tous trois, surtout mon père, qui avait passé presque toute la nuit dehors. Lorsqu'il eut mangé ses 2 grandes assiettes de soupe, et bu, mêlé à un reste de bouillon, de mauvaises piquettes gâtées, ma mère ôta les assiettes de terre brune, décrocha l'houle de la crémaillère et versa sur la nappe de grosses toiles grises les châtaignes fumantes. C'est bon, les châtaignes blanchies lorsqu'elles sont vertes, lorsqu'elles ont passé par le séchoir. Ce n'est plus la même chose. Mais quoi? Il faut bien les manger sèches, puisqu'on ne peut pas les garder toujours vertes. Nous les mangions donc tout de même, avec des raves un peu grillées, qui étaient au fond de l'houle, et triant les gâtés pour les poules. Lorsqu'il n'y ait plus de châtaignes, mon père but un plein gobelet de piquettes, s'essuya les babines avec le revers de la main et se leva. Eh bien, mes bons amis, je vais m'arrêter là, donc je m'arrête en haut de la page 25. Donc c'était Jacou le Croquant, et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi.